Voilà, mais avant cela, notre duel, notre échange quotidien, on va reparler des prix de l'énergie. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur aujourd'hui. D'abord, essayer de comprendre comment se fixent un certain nombre de prix et puis ce qui pourrait être mis en place pour les faire descendre, si possible, de manière durable. On va en discuter avec Olivier Nerings, c'est le directeur technique de la Bravco. La Bravco, c'est la Fédération belge des négociants en combustible et carburant. Et avec Étienne de Calataille, qui est chef économiste d'Orcadia Asset Management. C'est une société de gestion de portefeuille. Je commence avec vous, Olivier Nerings, si vous voulez bien. Les prix pratiqués à la pompe ou chez les fournisseurs d'énergie, bon, j'imagine c'est à la fois la matière première, le transport, la rémunération du détaillant et puis les taxes, évidemment. Comment est-ce que vous expliquez qu'ils sont si élevés aujourd'hui? Est-ce que les dernières mesures annoncées par le gouvernement fédéral sont de nature à les faire baisser substantiellement et de manière durable ou pas? Alors, il faut faire une distinction entre les carburants et les combustibles. Donc, je vais un peu me focaliser sur les carburants. La diminution est de 17,5 cents au litre pour l'essence et le diesel va effectivement alléger un petit peu la facture carburant du citoyen de manière substantielle, puisque si on se focalise sur les prix maxima officiel actuel, on va retrouver le litre d'essence à 1,80 et le litre de diesel à 1,90. Il ne faut pas oublier que la semaine passée, on était quand même à 2,38 € pour le litre de diesel. Ça faisait mal aux entournures. Hein. Ouais. Donc là, il y a une baisse, mais qui est une baisse liée à la fiscalité. Est-ce que, bon, il y a aussi une petite baisse sur les marchés internationaux. Il faut combien de temps entre le moment où on observe la baisse sur les marchés internationaux et le moment où le détaillant ou le distributeur peut la répercuter? Il y a un petit laps de temps, c'est ça? Alors, il faut faire bien une distinction, et c'est important que vous posiez la question, une distinction entre le prix du baril et le prix des produits finis. Ce sont deux marchés boursiers tout à fait différents. Le baril est pour l'Europe coté généralement sur le IPA à Londres, et lui, il réagit au quart de tour au moindre soubresaut géopolitique. Et la crise ukrainienne en est l'exemple. Les essences, les diesels, kérosène, gazole de chauffage, ainsi de suite, sont pour la Belgique et pour l'Europe, coté sur le Platz à Rotterdam, qui est beaucoup plus sensible à l'offre et à la demande. Donc, entre le moment où il y a des modifications sur le marché du Platz à Rotterdam et le prix à la pompe ici en Belgique, il y a le contrat-programme qui a instauré tout un mécanisme de vérification par rapport à des seuils théoriques et ses cotations. Et il faut généralement alors un délai de 3, 4, 5 jours, tout dépend un peu de l'ampleur des fluctuations sur le marché du Platz à Rotterdam, pour que lorsque les seuils théoriques de 7 jours et les seuils journaliers, c'est un peu technique, mais c'est important de le dire, sont dépassés, le lendemain de ce constat, il y a alors application à la baisse ou à la hausse à la pompe. Ouais. J'essaye de simplifier pour tous les automobilistes qui nous regardent. J'entends à la radio qu'il y a une baisse du cours du Brent, par exemple. Hein. Le Brent, c'est le pétrole de la mer du Nord. Bah, je peux me dire que 3-4 jours ou 5 jours après, il va y avoir une baisse à la station-service? Non, justement. C'est ça la distinction qu'il faut faire, parce que essayez de mettre un peu du brut dans votre réservoir, vous n'allez pas faire beaucoup de mètres. Donc il faut le temps que ce pétrole soit extrait, soit transporté et soit raffiné. Donc il faut vraiment faire une grosse distinction entre le baril, qui n'est qu'un tout petit élément du calcul, c'est essentiellement les produits finis, essence, diesel, sur le marché du Platz qui sont importants. Donc une fois que c'est raffiné. Étienne de Calataille, on va peut-être parler d'un autre combustible ou carburant, je vais peut-être être imprécis, excusez-moi sur les termes, mais je voudrais parler du gaz avec vous. J'ai entendu des hommes politiques, y compris notre Premier ministre Alexander De Croo, dire que les prix de ces carburants étaient aujourd'hui irrationnels. Je pense que Alexander De Croo a même utilisé le terme d'hystérique. C'est une analyse que vous pouvez partager, les marchés peuvent être irrationnels et hystériques? Tout à fait. Pensons à la chose suivante. On va nous dire que l'énergie aujourd'hui, le gaz, est onéreux parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Vous penseriez, ah ben oui, c'est parce qu'il y a dès lors moins de gaz, c'est parce que les Russes ont fermé le robinet ou que nous avons décidé de ne plus en acheter. Mais pas du tout. Aujourd'hui, les livraisons de gaz ne sont pas interrompues et pourtant le prix monte. Ça montre quoi? Donc ça va montrer que dans la fixation du prix, on va retrouver des éléments de psychologie. Un élément qui est facile à comprendre par tout un chacun. Imaginons que nous prenions peur
quant à l'augmentation du prix du mazout de chauffage et que nous irions tous vite nous dépêcher de remplir notre citerne. Si tout le monde cherche à remplir sa citerne en même temps, ça booste la demande et donc ça amène à des déséquilibres. Et quand bien même il n'y aurait pas de problème d'offre, si tout le monde veut au même moment remplir sa citerne, eh bien le prix du mazout va augmenter. Ouais. Quand on parle du mazout, mais aussi peut-être des carburants diesel essence, mais même aussi du gaz, est-ce qu'on parle de marchés internationaux et donc par exemple la demande en Asie va jouer sur ces cours mondiaux ou est-ce qu'on parle de marchés européens? Par exemple sur le gaz, on a beaucoup dit que on s'alimentait essentiellement avec du gaz de pays pas trop éloignés, donc c'est pour ça qu'on dépend en partie de la Russie, de la Norvège, etc. Je n'en suis pas un spécialiste, mais on dit que le marché du gaz est un marché moins mondialisé, plus local que le marché du pétrole, et ça dépend des capacités d'exportation et de transfert d'une zone géographique à l'autre. Et donc, on a des écarts de prix qui sont plus marqués dans le gaz que dans le pétrole. Alors, je voudrais vous interroger, Étienne de Calataille, sur une idée qui est actuellement visiblement à l'étude au sein de la Commission européenne. C'est l'idée de suspendre les cotations quand les niveaux de prix atteignent sur les marchés européens des niveaux déraisonnables. Donc on suspendrait la cotation à ce moment-là et ça empêcherait les cours de monter de manière irrationnelle ou hystérique, pour reprendre ces deux termes. Est-ce que c'est praticable? Est-ce que vous y croyez? Je pense que c'est praticable. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en suis nettement moins convaincu parce que ça revient quelque part à prendre le risque de mettre la tête dans le sable. La vertu, quand on a des prix qui peuvent fluctuer, c'est d'être un révélateur. Alors parfois, ces prix peuvent augmenter à l'excès parce qu'il y a une partie de frénésie, d'hystérie, mais en même temps, on risque de casser le thermomètre. Donc c'est une intervention dans la fixation des prix qu'il ne faut envisager qu'avec beaucoup de prudence. On a connu des économies qui cherchaient à pratiquer un contrôle des prix. Ça se faisait pas mal du côté de Moscou d'ailleurs, avec un succès qui était tout relatif. Oui, alors je pose la même question à Olivier Néric, c'est déjà vu qu'il faisait non de la tête. Oui, parce que en fait, il y a également tout un aspect spéculatif sur le marché du Platz à Rotterdam. Et ce à quoi on a assisté, et les montagnes russes auxquelles on a assisté la semaine passée, avec des montées vertigineuses et qui ont enclenché une augmentation de 20 cents au litre du diesel et quelques jours après une chute vertigineuse de 20 cents au litre. Quand on regarde les clôtures à 10 minutes de la clôture de la bourse sur le Platz, on a constaté que ça avait flambé dans les 10 dernières minutes alors que les 3-4 heures précédentes, on restait plus ou moins sur du stable. Donc je pense qu'il y a également toute une espèce de spéculation de certains traders actuellement sur le marché qui perturbe complètement le marché. Mais le problème dans le contrat-programme, c'est que on se limite à la cotation finale à la clôture pour définir s'il y a modification ou pas du contrat-programme, mais on ne regarde pas la moyenne sur la journée des cotations. Donc c'est vraiment spécial ce à quoi on a assisté. Outre le conflit en Ukraine ou autre chose, il y a pour moi un aspect purement spéculatif pour l'instant sur les marchés. Je ne connais pas le marché du gaz, mais je peux vous garantir qu'on a le droit de se poser la question sur le marché du pétrole. Ouais, je vous pose cette question, on fait une petite parenthèse, Olivier Néric. Vous êtes en train de renégocier avec le gouvernement fédéral, notamment la ministre de l'Énergie et le ministre de l'Économie, ce contrat-programme dont vous nous parlez. Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a une solution sur la table ou pas encore? Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de solution. Nous demandons effectivement de pouvoir rentrer dans le contrat-programme parce que nous sommes, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, soumis depuis A jusqu'à Z à ce contrat-programme sans, depuis 30 ans, jamais avoir pu émettre quoi que ce soit comme élément. Et les alertes de vente à perte que l'on a connues la semaine passée exige effectivement d'avoir une réponse claire, une solution claire. Encore une fois, de manière technique, il faut impérativement trouver une solution sur le facteur K. Je ne rentre pas dans les détails. Oui, là, ça va devenir un peu compliqué. Oui. Mais il y a des solutions, il faut les mettre en œuvre et le plus rapidement possible et surtout pas attendre la prochaine étincelle à Kiev pour reprendre le taureau par les cornes et discuter. Oui, donc si je comprends, il y a des négociations toujours en cours et vous n'avez pas trop envie de me dire si elles avancent bien ou pas bien. C'est une position de négociateur que je viens d'entendre. Je retourne chez Étienne de Calataille, peut-être pour cette conclusion. L'idée donc de suspendre les cours au niveau européen,
un prix maximum, c'est ce que pratiquent aussi les Français. Et quand on parle du diesel ou de l'essence, il y a aussi un prix maximum imposé par l'État en Belgique. Ce sont des bons mécanismes, ils protègent le consommateur ou c'est à double tranchant, Étienne de Calataille? C'est à double tranchant, ça permet d'évacuer de la dimension spéculative, on ne peut que s'en réjouir, mais d'un autre côté, si c'est aller à l'encontre d'une lame de fond qui ferait que l'énergie serait plus chère, là, eh bien, ce serait ne pas vouloir voir les choses en face. Et à cet égard, il faut regretter que le gouvernement n'ait pas un discours plus de vérité. L'énergie à base d'énergie fossile, devra être chère. Et plutôt que de chercher à mener une politique pour contrer cela, il vaudrait mieux avoir une politique de revenus, de soutien au pouvoir d'achat de ceux qui souffrent le plus du fait d'une énergie chère. Mais l'énergie polluante doit être chère. J'irais même jusqu'à dire qu'il faut se réjouir qu'elle soit chère aujourd'hui. Voilà, donc ça, je ne suis pas sûr que M. Nering sera d'accord avec la dernière conclusion, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Étienne de Calataille pour Orcadia Asset Management et Olivier Nerings, le directeur technique de la BRAFCO, la fédération des négociants de carburant et de combustible. Merci à tous les deux pour... c'était un petit peu technique, mais toutes ces explications qui permettent de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est joué ces dernières semaines.